Bonjour. La paix est un trésor précieux. Elle est ce que tout le monde aimerait avoir chaque jour, disait tantôt Thomas Gatabazi. Mais dans l'Est de la RDC, on vit plutôt le contraire depuis des décennies et cette fois-ci, nous sommes déterminés à bouter l'ennemi dehors. Malgré que ça crépite chez nous, les léopards sont des cœurs avec leurs compatriotes de l'Est. Ces derniers ont connu depuis lundi leurs adversaires de la phase des groupes de la CAN qui se jouera au Maroc au mois de décembre, mais également au mois de janvier 2026. Et nous, sur ce plateau, on va essayer de revenir un peu sur ces tirages. Est-ce que ça a été un tirage clément pour les fauves congolais? Est-ce qu'on va s'en sortir facilement? Est-ce que tous les projecteurs seront sur la République démocratique du Congo? Plus loin, on va aussi parler du pays organisateur. Est-ce que le Maroc sera sous pression dans sa propre Coupe d'Afrique des Nations? Bienvenue à vous aussi, vous nous captez à Kisangani. Merci si vous êtes avec nous. Depuis la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, au cœur du sport, vient de commencer. Le temps pour moi de recevoir les éminents confrères sur ce plateau. Je préfère commencer avec celui qui fait que l'on soit au courant de tout ce qui se passe au sein de l'OC Renaissance du Congo. Il est pratiquement le poumon d'acier de la communication des Oranges, Gulit Bassakissa. Bien habillé, bonjour, est-ce que vous êtes en forme? Bon, on a un sentiment très mitigé ce matin. Bonjour Christian Boukaya, des colères, mais également de consternation. Déjà, je profite pour féliciter votre entame. La situation qui se passe actuellement en République démocratique du Congo nous inquiète du jour au lendemain et nous fustigeons ces comportements barbares des hommes, je vais dire, animés d'un mauvais cœur qui ne pensent que à nuire la vie des autres. Ils sont tellement sadiques à tel point que notre paix est totalement déstabilisée. Donc, nous prions le bon Dieu et nous sollicitons en tout cas l'ingéniosité de nos autorités pour pouvoir bouter hors d'état de nuire ces sadiques dans notre territoire national. Merci beaucoup Guilit. Le temps de recevoir celui qui nous vient du Lualaba, Manix. Kalonda, Mungidi, le vrai nom c'est, parce que vous avez beaucoup de noms, je ne sais pas, mais il est celui qui met plutôt en lumière tout ce qui s'est fait, je dirais, par le ministre provincial des Sports, le porte-parole. Je me permets de vous appeler porte-parole du ministre des Sports, le conseiller voilà, du ministre. Est-ce que vous êtes en forme à Kinshasa depuis quelques jours? Ça se passe plutôt bien? Ça se passe bien. On est arrivé à Kinshasa le mardi dernier. On est venu pour participer justement à cet atelier. Ouais. National du sport et loisirs. Cet atelier qui prépare justement la 4e édition des Jeux congolais. Et donc on a fait appel à tous les ministres provinciaux, notamment les chefs des divisions. C'est dans ces cadres-là que j'ai accompagné le ministre provincial de la jeunesse, sport et loisirs, Simon Fanamosango Saïzaneuf, du Lualaba. Et donc les travaux se sont clôturés hier. Et voilà, nous avons fait un état des lieux un peu plus global et généralisé du sport au Lualaba, et je pense que ça a été des travaux très bien faits et ça peut justement contribuer à la bonne organisation de cette 4e édition de Jeux congolais. Et pour entamer, j'aimerais, comme Gulit l'a dit, comme vous l'aviez également dit, être ensemble, être de cœur avec nos compatriotes du Nord Kivu, plus précisément de Goma, qui sont en train de passer un peu des moments un peu plus difficiles, des moments un peu plus noirs. Et c'est une guerre qui nous est opposée, qui nous est conditionnée par l'ennemi. Je crois qu'on est des cœurs également avec les autorités du pays qui sont en train de dégager beaucoup d'énergie pour essayer de rétablir justement la quiétude et la tranquillité dans cette partie est de notre pays. Et nous avons l'espérance que cette guerre va prendre fin et que le calme va revenir justement à la normale. Mais parce que vous avez la parole, je voudrais comprendre, parce que de temps en temps, je traite les éléments du Lualaba. On me pose souvent la question, que fait réellement le ministre ou qu'est-ce que le ministre a déjà fait jusqu'ici? J'avais tantôt appris qu'il a amené un ring, justement, qui répond aux standards internationaux. Il a beaucoup fait, il réhabilite même des infrastructures. Apparemment, il est déterminé à placer la barre très haut. Christian Boukaya, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, le Lualaba a la chance d'avoir Fifi Masuka Saïni comme gouverneur. Le Lualaba a la chance d'avoir cette dame à la tête de cette province parce que elle a eu à nommer
un fils de Kolwezi, quelqu'un qui connaît bien Kolwezi, qui connaît bien le Lualaba, qui a d'ailleurs été dirigeant d'une équipe qui joue la Ligue Foot D2, l'équipe de Manica. Le présent ministre des Sports a été dirigeant de cette équipe de Manica. Donc il connaît parfaitement bien le monde sportif lualabais. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de réalisations, plusieurs réalisations qui sont déjà faites au niveau de la province, notamment la réhabilitation du stade Manica qui était à un certain moment dans un état un peu plus délabré. Il y a le stade Dur qui abrite le match du championnat national de football division 1 qui a été également réhabilité. Je vous informe qu'au Lualaba, la gouverneure de province a acheté un ring olympique. Et d'ailleurs, je vous informe que le championnat national de boxe va se dérouler à Kolwezi au mois de février du 23 au 28. Et donc, nous sommes la deuxième province après Kinshasa à avoir un ring olympique. Et il y a les travaux qui seront amorcés d'ici là, les travaux de la construction d'un palais des sports au Lualaba d'une capacité pratiquement de 10 000 places assises. Il y a un stade de 30 000 places dont les travaux vont commencer, je crois, dans un mois. Et donc, il y a un grand projet, un projet un peu plus vibrant au niveau de la province du Lualaba, grâce à Fifi Masuka Saini, qui est en train d'essayer de colmater les brèches et de mettre les secteurs sportifs sur les rails. Merci beaucoup Manix. On aura le temps aussi de venir à Kolwezi avec les jeux de Luis Coupa et toute l'équipe Au Cœur du Sport pour palper du doigt ce qui s'est fait de ces côtés-là. Ce sera une très bonne chose et nous espérons qu'au Lualaba, parce que j'y étais, je crois, en 2022. On suit beaucoup Télé 50. J'étais avec vous d'ailleurs, très bien accueilli. Le temps pour moi de recevoir le cadet sur ce plateau. Il est le cadet. Si c'était chez Sébastien, il serait peut-être Noah Sadiki de l'équipe nationale, Emmanuel Kifouani. Bonjour, est-ce que vous êtes en forme? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bien sûr, je suis en forme et prêt à discuter des sujets qui seront abordés sur le plateau. Surtout que vous êtes un amoureux du ballon rond, vous aimez commenter un peu plus le football continental, vous vous basez plus sur les équipes nationales. Et je pense que vous avez beaucoup à nous dire par rapport à ces tirages au sort. Ah oui, un tirage au sort très intéressant avec des groupes aussi intéressants, en commençant par le premier, celui du pays organisateur jusqu'au dernier. Ouais. Je pense que ce sera l'une des plus belles CAN organisées en terre marocaine. Merci beaucoup Emmanuel. Bon, j'ai préféré le recevoir en dernier puisque sur ce plateau, il va jouer le rôle du capitaine. Il serait comme Chancel Mbemba. Si lui est Noah Sadiki, lui sera notre Chancel Mbemba. J'ai des Luis Coupa, le coach sportif. Très bien habillé, hein. J'aime vraiment les couleurs. Est-ce que vous êtes en forme? Merci Christian, je ne suis pas en forme comme vous pouvez le voir. Donc j'ai un cœur meurtri. Je suis vraiment très choqué de ce qui se passe à l'est de notre pays depuis le début de la semaine. Nous avons vu des informations qui tombent ça et là. Nous avons quand même eu, je ne sais pas si j'appelle ça la malchance de voir des images. C'est terrible, c'est vraiment terrible. On ne peut pas voir ces images-là aujourd'hui en plein 21e siècle de gens tués comme ça. Et voilà, nous allons espérer, nous allons prier Dieu congolais, nous allons espérer que les autorités auront la force, l'énergie et de combattre l'ennemi parce que nous avons besoin de nos terres, jusqu'au dernier centimètre. Donc je pense que je ne suis pas en forme, mais bon, le devoir nous appelle, nous sommes là. Et nous allons compatir, nous compatissons toujours avec nos frères de l'Est, surtout à Goma. Il y a beaucoup de gens qui écrivent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il y a des gens qui vivent cette réalité, ce n'est pas beau à voir. Ça fait mal. Et les léopards de la RDC ne sont pas restés indifférents quand ils ont appris cette agression de l'ennemi. Ils ont réagi, ils ont envoyé des ondes positives aux forces loyalistes, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Je voudrais qu'on écoute tour à tour Charles Piquel, Simon Banza, Dimitri Berthaud, qui sont d'ailleurs des cœurs avec nos compatriotes de l'Est de la RDC. Oui, bonjour, bonsoir. Voilà, c'est Simon Banza, joueur de Trabzonspor, congolais, léopard, équipe de joueurs de l'équipe nationale aussi. Je voudrais en tout cas adresser mon soutien à la FARDC pour la guerre qui se passe dans notre pays, le Congo, le plus beau pays du monde. Un grand soutien de la part d'un léopard. Nous sommes de tout cœur avec vous. C'est notre pays. On va jamais le lâcher. Donc, beaucoup de courage et que Dieu soit avec nous. C'est le Congo qui gagne. Bonsoir à tous. Aussi, moi, je voulais porter mon soutien pour la FARDC. À ce moment dur, vous menez la guerre. On est tous avec vous et que Dieu vous protège. Bonjour à tous.
na ye awa kaka naloba biso nyonso tozokanisa bato nyonso na este mpona makambo esalama kuna. Nayebi Nzambe aoprotege bino, nayebi Nzambe aoguide bino mpe ndaopesa force ebele mpona FARDC. Botenabino, c'est Dimitri Berthaud. Voilà, un gros soutien à la FARDC pour tout ce qui se passe à l'est du pays. Courage à vous. Toute la RDC derrière vous. Force à vous. Et voilà, nous avons suivi le message des léopards de la RDC et nous espérons que sous peu, on réussira à bouter l'ennemi dehors. Nous sommes le 1er février. Bienvenue dans ce mois de février. Il est temps pour moi de donner la parole à Gulit. On est logé dans le groupe D, aux côtés du Bénin, mais également du Sénégal. C'est vrai qu'on voit ces deux équipes. Est-ce qu'on va s'en sortir facilement? Si seulement on met du sérieux et la détermination, on peut s'en sortir dans ce groupe qui est très compliqué, comme l'a dit Sébastien Desabre. On a un Sénégal revanchard après son élimination lors de la dernière CAN en 8e de finale. On a le grand revenant pour la première fois depuis 2019, le Bénin qui revient avec une grosse détermination. C'est une équipe imprévisible qui met parfois la RDC en difficulté. Et puis le petit poussé du groupe, si on peut le considérer ainsi, le Botswana, qui restera aussi imprévisible. Donc maintenant, la partition pour la RDC passe par la concentration, une bonne préparation, éviter des agitations qui parfois rôdent avant le coup d'envoi d'une compétition. Il faut vraiment du sérieux tout autour de cette équipe de la RDC et conserver la bonne impression qu'on a laissée lors de la dernière CAN. Et donc, il faut aller un peu plus loin. Si la RDC c'est limite seulement à l'entame, ça sera ridicule pour nous. Après avoir fait une meilleure CAN lors de la dernière édition en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'on peut s'en sortir. Vu la posture et la dernière prestation de la RDC, son parcours lors des éliminatoires, je pense que Sébastien Desabre et toute son ossature ont des armes solides pour pouvoir faire une bonne CAN. Alors, on a tous les arguments solides pour faire une bonne CAN. Il vient de dire, Gulit, ce n'est pas un gros piège pour nous. C'est un gros piège, selon moi en tout cas, parce que les adversaires, je ne vais pas présenter le Sénégal. Le Sénégal n'est pas une équipe à présenter. Ouais. On la connaît, cette équipe, championne d'Afrique en 2021 au Cameroun. Il y a par ailleurs le Bénin qui affiche une statistique un peu triste. Le Bénin n'a jamais remporté un seul match en Coupe d'Afrique des Nations. Donc un bilan de 8 défaites et 4 nuls. De toutes les Coupes d'Afrique des Nations, même celle de 2019, comme on venait de le signaler, la dernière participation du Bénin, c'était 3 matchs nuls en poule, un nul face au Maroc, les tirs au but ont profité au Bénin pour qu'il puisse se retrouver face au Sénégal qui s'est facilement débarrassé de cette équipe en quart de finale. C'était l'un des meilleurs parcours du Bénin, mais sans victoire en poule. Le Botswana, on a eu à le croiser déjà 2 fois. La première fois, c'était en 2016, on était invité à la COSAFA. C'est une compétition que le Botswana a l'habitude de jouer. On s'est limité en demi-finale et lors de la petite finale, on a affronté le Botswana qui nous a battus au tir au but 5-4. On avait fait 0-0 dans le temps réglementaire. On a eu aussi à les croiser l'année qui suivait, en 2017, en amical. Je pense qu'il y a Fobé qui avait marqué aussi. Le match était 2-0. Donc c'est une équipe qu'on connaît déjà et il faudra se préparer parce que j'ai eu à sillonner hier la page de la Fédération botswanaise de football. Je vous assure, le football, surtout de la zone COSAFA, se développe et il mise un peu plus sur les jeunes. Alors il ne faudra pas minimiser cette équipe, sinon, voilà, au pire, on risquerait de se retrouver avec des surprises. Regardez toutes les équipes qui proviennent de cette zone, de toutes les 4 dernières CAN. Vous avez les Comores, vous avez Madagascar qui nous avait éliminés lors de la CAN 2019. Donc on comprend que cette zone-là veut s'imposer. Et si vous voyez dans le quota des pays qualifiés, en plus de la zone Afrique de l'Ouest, la zone qui est la plus représentée, c'est la zone COSAFA. Alors il faudra faire attention parce qu'ils savent qu'ils sont nombreux, ils veulent s'imposer avec le temps et il ne faudra pas négliger l'aspect préparation. Parce que moi je me dis, si le Maroc prépare une CAN à 10 mois, rien que pour l'organiser, ce n'est pas pour laisser cette CAN s'en aller ailleurs. Alors il faudrait profiter du temps qui nous reste. Cela veut dire le mois de mars. On a tout le temps de préparer une bonne CAN et pourquoi ne pas la remporter? Parce que pourquoi on va se mettre des limites? Parce qu'on a eu à atteindre la demi-finale lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas penser à atteindre ne fût-ce que la finale? Parce que si je parlais de remporter, on dirait que je suis un peu gourmand avec le temps. Merci beaucoup. Manix qui est à votre côté, je ne sais pas s'il pense quoi de ces groupes-là. Lors de la dernière CAN, on a fini en 4e position. Est-ce qu'on sera en mesure de faire mieux que la dernière CAN? Les mieux, vous l'avez dit, lors de la dernière CAN, on a fini 4e. C'est-à-dire que nous avons déployé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour que
cette saison, cette année, ou lors de cette CAN, qu'on puisse terminer même deuxième ou troisième. Vous savez, on a bien commencé. Ben, c'est Premier, possible, ça sera un peu une ambition démesurée parce que, au vu de la préparation du Maroc, au vu du sérieux qu'ils ont mis dans la fédération et même dans l'équipe nationale, je crois qu'ils ne doivent que récolter les fruits de leur sérieux et de leur bonne organisation. Du côté de la RDC, on a bien entamé ces éliminatoires et le déclic est venu, je crois, le match de Lubumbashi en mars 2023 face à la Mauritanie. C'est là où le déclic est venu, notamment avec cette belle victoire 3-1 face à la Mauritanie. Et on a fait pratiquement 8 matchs sans défaite. C'était un bilan un peu plus ahurissant et on a commencé un peu à boitiller lors de la 5e journée. On a perdu face à la Guinée et à la Tanzanie. On a perdu également à la maison. Je crois que face à l'Éthiopie, voulais-je dire, on a un peu baissé de régime. On a croisé les bras lors de deux dernières journées. Je crois qu'il faut à un certain moment qu'il y ait maintenant un discours mobilisateur, rémobilisateur de la part des Sables à l'endroit de ces joueurs pour qu'ils essaient un peu de se remettre sur les rails parce que les résultats qu'on a concoctés lors de 2 dernières journées me laissent un peu plus pantois et je pense qu'on peut rapidement se réveiller et aller directement vers l'avant. Et cette Coupe d'Afrique des Nations, quand vous regardez les groupes, le Sénégal, s'il faut parler des équipes qui constituent justement ce groupe. On peut d'ailleurs voir aussi en image. Les Sénégal qui est une équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2021, je crois. Joué en 2022. Hein. Justement. Ouais, le Sénégal qui a... 2021 joué en 2022, je crois. 2022. Ouais. Le Sénégal qui a remporté la compétition, même si la saison ou la récente édition de la CAN n'a pas été rose pour cette formation, mais il y a des joueurs, il y a des nouveaux joueurs, des néophytes qui se sont insérés dans l'équipe, qui pourront ou qui ont envie justement de se confirmer, notamment le jeune attaquant de Chelsea, Nico Jackson, qui a déjà confirmé à Chelsea, qui voudrait également se confirmer au niveau de l'équipe nationale. Il y a le Botswana qui est une équipe un peu plus régulière et qui devient régulière sur la scène africaine. Il y a le Bénin qui a également beaucoup d'ambition parce que dernièrement, qu'on a d'ailleurs affronté lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Si les Bénin a eu les ambitions, justement, si les Bénin a eu les ambitions justement de construire des stades de football, c'est-à-dire même au niveau de l'équipe nationale, il y a des ambitions qui ne sont pas dévoilées. Et donc c'est une équipe du Bénin, même si elle n'a jamais gagné un moindre match dans la phase finale de la CAN, mais c'est une équipe quand même qui a des ambitions. C'est ce que j'ai dit. Toutes les équipes vont venir, non pas pour perdre, mais pour faire, justement, pour marquer d'un cachet spécial cette compétition. Merci beaucoup. J'ai des Luis Coupa. L'autre fois, c'est vrai, là, il faut le reconnaître, on a voyagé en statut d'outsider parce que personne ne s'est intéressé à la RDC lors de la CAN en Côte d'Ivoire avant que l'on ait créé des surprises. Est-ce que cette fois-ci, nous allons voyager en statut de favoris? Favoris, oui. Pour certaines équipes, on sera favoris carrément. Par exemple, contre le Botswana, c'est nous qui sommes favoris, il faut l'assumer. Ou peut-être contre le Bénin. Ils savent aussi que nous sommes favoris, même si le Bénin s'y réveille. Je pense que les statuts ne comptent vraiment pas trop dans le football moderne aujourd'hui. Il y a eu des exemples qui nous ont prouvé le contraire. La RDC, d'ailleurs, l'exemple de la saison de l'édition dernière, nous étions outsiders, mais aujourd'hui, on passe au statut de favoris. Je crois qu'on doit prendre match après match. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de la CAN, mais la CAN va se jouer au mois de décembre. Avant, il y aura beaucoup de matchs. Il y aura notamment les matchs éliminatoires. Absolument. On devrait jouer contre le Sénégal avant la CAN. Donc, ce sera un match déjà qui va lancer les hostilités. Donc, je crois que la RDC a toutes les armes pour faire mieux dans cette CAN-là. Maintenant, il faut nous prendre au sérieux parce que nous nous connaissons. Nous nous connaissons, oui. Lorsque tout le monde attend du bien de la RDC, c'est là où on déçoit souvent. Et je crois que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas puisqu'avec tout ce qui se passe autour de la sélection, les sérieux amenés par Sébastien Sabre, les résultats ont suivi, certes. Mais les 2 derniers matchs n'ont pas été bons pour nous. Ouais. C'est bien parce que nous étions déjà qualifiés, ça nous montre qu'on a des failles à corriger. Est-ce que ces 2 défaites laissent quand même un goût amer par rapport à l'élan qui avait déjà... Goût amer, je dirais non. Ça nous a permis de comprendre que nous ne sommes pas encore arrivés. Parce que nous étions déjà qualifiés heureusement. Ça veut dire que quand on veut gagner une CAN, on ne néglige pas même des petits matchs entre guillemets. Pas du tout, on néglige personne. On néglige personne, surtout, il ne faut pas négliger les Botswana. Les Botswana étaient dans ce groupe des éliminateurs, ils étaient avec le Cap-Vert.
Mais le ça fait Cap-Vert, sur c'est le point. parmi les meilleures nations africaines. Nous avons vu l'édition dernière, comment ils ont fait une très belle CAN. Maintenant, ils ont éliminé les Cap-Vert, ça veut dire qu'ils sont un adversaire à prendre très au sérieux. Il y avait également la Mauritanie dans le même groupe qui n'est pas qualifié. Ils sont qualifiés avec l'Égypte, donc ça veut dire qu'à tout moment, c'est un adversaire à prendre très au sérieux. Le Bénin également a créé des misères au Nigeria. Donc ça veut dire que tout le monde veut écrire son histoire, surtout que c'est la Coupe d'Afrique des Nations, la compétition la plus prestigieuse et tout ce qui se passe autour. Je crois qu'on va assister à une très belle CAN, mais bon, je ne suis pas très optimiste pour le Maroc, pays organisateur. Non, mais on va parler du pays organisateur, mais allez-y, Guillet. On n'a aucune excuse à donner au Léopard de la RDC. C'est toute une armada capable de faire face aux équipes qui vont se présenter. Maintenant, tout passe par la définition des objectifs. C'est quoi l'objectif de la RDC? C'est une CAN de trop ou de plus? On vient justement pour se présenter parce qu'on est qualifié. On vient faire quoi à la CAN? Il faut bien définir cela et divulguer ses ambitions pour nous permettre d'envoyer les ondes positives à l'équipe nationale. Nous analysons, nous envoyons aussi des ondes positives à l'équipe nationale, mais il faudra maintenant que cette définition des objectifs soit bien étalée et accompagnée par ceux qui sont censés organiser cette équipe nationale. Du sérieux, la détermination, et donc je pense que la RDC peut faire mieux. Justement, mais tout ça, je sais que tu parles de ceux qui rôdent autour de cette équipe nationale. Messieurs, je voudrais vous garder la main. Est-ce que nous avons une ossature aujourd'hui? On s'est dit, parce qu'il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde jusqu'au mois de septembre, je dirais à 3 mois presque de la CAN. Est-ce qu'on ne sera pas épuisé? Ça veut dire qu'on dégage beaucoup d'énergie, ces joueurs, peut-être il y aura des blessures, on ne sait pas, il y aura des imprévus, bien qu'on ne le souhaite pas. Ça veut dire aujourd'hui, si X n'est pas là, Y peut facilement jouer la partition. Est-ce que vous voyez vraiment l'ossature de la RDC rester en forme jusqu'au mois de décembre? Les cas d'épuisement, ça ne sera pas seulement pour la RDC. Je pense que autant de matchs que la RDC va affronter, ça sera également pour les autres adversaires. C'est à nous de capitaliser. Si seulement le sélectionneur arrive à faire un substitut, mélange entre ceux qui sont au niveau national, il y a quelques pions qui vont également déjà se rôder avec le CHAN, tirer quelques pions pour pouvoir donner une palette supplémentaire à l'équipe nationale et puis une bouffée d'air frais à ceux qui vont prendre part définitivement à la CAN. Ça veut dire qu'il y a des matchs où il faut maintenant faire jouer les talents locaux et il y a des matchs où il faut mélanger entre les professionnels et les locaux, voir maintenant comment trouver ces mélanges. Est-ce que les locaux, désolé, parce que nous sommes obligés d'ouvrir cette parenthèse avant de donner la parole à Emmanuel. Quand vous parlez des locaux, c'est vrai que le CHAN était prévu en février. Ça allait peut-être permettre à Sébastien de se faire une idée. Là, les CHAN renvoyés au mois d'août. Entre-temps, ça, il faut les dire, peut-être il faut l'évoquer, il faut les voir de très loin. La phase de retour risque de connaître beaucoup de difficultés avec tout ce que nous connaissons dans la partie est de la RDC. Ça veut dire d'autres équipes ne seront pas éligibles, ne seront pas concernées. Du coup, on se dit le championnat national sera quasiment dans le pétrin. Et là, il faudrait peut-être mettre déjà une croix sur les joueurs locaux. C'est concentrer sur les binationaux. Pas seulement, il faut maintenant voir l'ingéniosité de ceux qui gèrent le football congolais, comment ils vont faire pour pouvoir encadrer. Il n'y a pas le championnat, mais les Léopards sont partis en stage pour pouvoir se rôder, se mettre en place. Pas encore des stages. Je pense. Complexe, même pour le Léopard professionnel, ceux qui sont en Europe, ils ont des familles à Goma, ils ont des familles à l'est du pays, le moral peut être entamé quand on regarde la situation qui se passe au pays. Donc ça peut même affecter même ceux qui sont à l'étranger. Moi je pense que l'entraîneur a tout le temps pour pouvoir dénicher aussi quelques perles rares qui pourront faire affaire avec cette sélection A. Merci beaucoup Guilis. Mais est-ce qu'il faudrait jusqu'à présent continuer à chercher d'autres binationaux où on doit se contenter de l'ossature que nous disposons déjà, parce qu'on sait que Cédric Bakambu, petit à petit, il revient un peu au mieux de sa forme. Là, on aura une pléthore d'avant-centre. Vous avez Simon Banza, Cédric Bakambu, Fiston Mayele, qui d'autre? Samuel Essendé. On se dit, cette fois-ci, les places vont se vendre, en tout cas très cher au niveau de la sélection. Je pense qu'il ne faudra pas se satisfaire du présent si on veut un futur adieu, parce qu'il y a plusieurs pépites qui sortent aussi en découverte. Quand vous jetez un coup d'œil sur l'équipe U20, je me dis qu'il y a des joueurs qui peuvent suppléer à certains postes. Aussi, oui, notamment les Tony Talassi, les Ibrahim Matobo. Bien sûr, Matobo, Talassi, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, d'une part, la jeunesse aussi qui va essayer d'accompagner cette équipe nationale. Mais ce que je plains, moi, c'est de savoir que la dernière victoire de cette équipe des Léopards remonte à 2019.
en phase de poule, c'était face au Zimbabwe, 4-0. Donc je pense qu'on a une difficulté aussi en ce qui concerne les victoires en poule. Regardez ce qui nous est arrivé dernièrement. 3 nuls. Donc on attendait le premier match face à la Zambie. Bon, on encaisse un but bête qu'on ne devait pas encaisser. Et après, on égalise. Le deuxième match face au Maroc, on pousse. On loupe de peu de les battre. Le troisième match, bon, on se disait un nul suffirait pour qu'on puisse passer. Mais est-ce qu'on ne voit pas, est-ce qu'on ne tient pas compte de cet aspect? Et surtout, parce que depuis, je peux prendre à partir de l'année 2000, de 2000 jusqu'à aujourd'hui, la seule CAN qu'on ait bien faite en termes de victoire, en termes de ratio en poule, c'est la CAN 2017. 2 victoires, 1 nul. Voilà. Même et la CAN 2015, on a fini en quart de finale, je crois, éliminé par le Ghana. Ouais. Voilà. Donc même la CAN 2015, où on a eu à refaire la 3e place de 98, c'était 3 nuls aussi. Voilà. On a un problème en ce qui concerne les victoires en phase de poule. Mais à quoi servent les victoires en poule quand on s'est fait éliminer en 8e plutôt que voilà Je vais vous donner un petit exemple. Merci pour la question. Je vais vous donner un petit exemple. Regardez par exemple. J'allais dire à quoi servent les victoires? C'est ça que j'ai dit parce que j'ai dit. Oui, à quoi ça sert? Ouais. Ben, statistiquement parlant, quand on se réfère d'une victoire qui date de 2019, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on n'arrive pas à gagner en poule. La Côte d'Ivoire qui entame mal sa CAN, mais qui finit en la Côte la Côte d'Ivoire a commencé par gagner le premier match. Attention, c'est ce premier match qui permet à la Côte d'Ivoire de se retrouver au second tour. Le Maroc commence par gagner son premier match de la CAN, mais s'est fait éliminer. C'est très important de gagner 2 matchs parce que c'est une CAN à 24 nations. Donc ça veut dire que lorsque vous gagnez un seul match de 3 points, vous avez la chance d'être récupéré parmi les 4 meilleurs 3e. Donc c'est important de reposer sa tête déjà dès la première journée. Mais pas que ça, parce que nous avons un problème au fait. Vous voyez que pendant les éliminatoires, on arrive à enchaîner des séries sans défaite, bien qu'on perd par exemple face au Soudan premièrement. C'était notre première défaite en éliminatoire, bien que c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a eu à perdre face à la Tanzanie et à l'Éthiopie. Vous avez senti que ça a un peu inquiété parce qu'on se dit que c'est une équipe qui a une ossature, mais qui n'arrive pas à gagner. Ça, c'est un souci au fait. C'est un souci parce qu'en phase à élimination directe, c'est un peu plus complexe. Et il ne faut pas oublier que toutes les CAN ne se ressemblent pas. Cette CAN, ça va se jouer en terre marocaine. Sur ce plateau, je l'ai déjà dit qu'en terre marocaine, la RDC n'a jamais gagné un match officiel. Et voilà, donc il y a de cela 36 ans, on jouait une CAN au Maroc toujours. On n'a pas réussi à gagner un seul match. On avait fait 2 nuls. On a eu à perdre un match. C'était face à l'Algérie, si je me trompe pas, excusez-moi. Ouais. Voilà, donc on a cette difficulté-là de pouvoir premièrement gagner en terre marocaine et de pouvoir gagner un match tout court en phase de poule. Et le premier match, c'est face au Bénin. Allez, voilà ce que j'ai. Mais sur ce point, moi je pense que ce qui est important dans une phase finale ou dans des matchs de phase de groupe, c'est la qualification. Et dans la qualification, il y a tous les scénarios. Il y a les résultats, mais il y a des matchs qui entrent en jeu là-dedans. Il y a les matchs nuls, il y a les victoires, il y a les scénarios qui sont... Et moi, je pense que ce que les léopards de la RDC ont fait, c'est le plus important. Le plus important était de passer d'abord cette phase des groupes et de se qualifier pour le tour suivant de la compétition. On a dit ici la Côte d'Ivoire qui a mal entamé la compétition et elle est arrivée à la remporter au finish. Ouais. C'est-à-dire que donc, nous devons nous baser beaucoup plus. Et aussi, un point très important à considérer, ouais, c'est la performance également de nos adversaires. C'est les niveaux des équipes avec lesquels on constitue le même. On s'est dit, c'est vrai qu'on a parlé du Bénin. Bon, on a parlé aussi du Botswana, mais on oublie peut-être les Sénégal. Est-ce que les Sénégal dans ce groupe peut aussi avoir peur de la RDC? Il s'est dit attention, cette équipe de la RDC nous a accrochés chez nous au stade Abdoulaye Wade et Diamniadio. Parce que ce sont des joueurs qui se connaissent. Mais est-ce que c'est peut-être tôt de les... La question que je pose à GD, est-ce que c'est tôt de les dire ou on devra peut-être attendre les derniers matchs contre le Sénégal des éliminatoires qui nous donnera peut-être une idée sur cette équipe? Peu importe le dernier match ou pas, la RDC est toujours imprévisible, tout le monde le sait. Donc, toutes les grandes nations du continent ont peur de la RDC parce qu'à tout moment, la RDC peut gagner un match inattendu, à tout moment, la RDC peut perdre. Moi, je pense que les Sénégalais connaissent aussi notre force. Ils savent que nous avons des très bons joueurs. La preuve, on a joué contre eux chez eux. Ouais. C'était un match très serré. Nous sommes sortis avec 1 point. Donc, à tout moment, déjà que la bataille n'est pas que sur le terrain, même sur les réseaux sociaux entre Congolais et Sénégalais. Ouais, en tout cas, cette bataille est même ardue. Ouais, elle est rude. Ce que je voudrais souligner, ce sont les
les informations que nous donnait Emmanuel. Donc je pense que ce sont des informations à ne pas négliger. Lorsque vous avez fait 36 ans ou plus sur la terre marocaine sans gagner, ce sont des informations qu'il faudrait communiquer aux joueurs. Leur dire que, voilà, mais autre époque, autre mœurs. Oui, s'il faut comparer les générations, ben c'est vrai. Non, mais il faut communiquer aux joueurs, leur dire que voilà, nous avons des statistiques qui nous montrent ceci. Il faut briser la malédiction. On l'a fait lors de la dernière CAN. On n'avait jamais battu l'Égypte. Ça faisait 45 ans lors d'une compétition comme la CAN, mais on l'a fait. Donc ce sont des informations communiquées. Ça veut dire en 74, pour gagner cette coupe, on a réussi à éliminer sur notre chemin les pharaons pour finalement aller en finale. Mais cette fois-là, en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on avait brisé la malédiction, mais on n'a pas réussi à jouer la finale. C'est quand même un goût amer. On se dit, les histoires, les confrontations, le match, ça c'est sûr, mais apparemment aussi, ça se ressemble toujours pas, mais c'est le football. Il y a certaines choses qui restent lorsque vous n'arrangez pas. Donc je pense que nous avons la possibilité de faire une très belle CAN, surtout que ça va se jouer au mois de décembre, pratiquement à l'hiver. Donc ça va permettre à nos joueurs, pour la plupart qui sont des binationaux qui jouent en Europe, de s'adapter au climat déjà, parce que c'est le climat qu'ils utilisent dans leur club depuis toute la saison. Je crois que même pour d'autres adversaires aussi, c'est une occasion de faire une très belle CAN. Le Maroc, on ne doit pas l'oublier, ils vont organiser la Coupe du Monde en 2030. Donc c'est parmi les nations très organisées. Nous allons voir des choses qu'on n'avait jamais vues lors de cette CAN. Donc côté préparation, il faudrait s'attendre à du haut niveau. Et de notre côté aussi, profiter de ces hauts niveaux-là et faire une très belle CAN. Arriver déjà à faire mieux que l'édition dernière, arriver peut-être en finale. Je crois que nous avons les qualités, nous avons les possibilités d'y arriver. Maintenant, il faut mettre en place une synergie pour que la mayonnaise finalement donne un résultat meilleur. Est-ce que la meilleure préparation de notre CAN, Gulit, ce sont les éliminatoires de la... Parce que je les disais tantôt, le match, les histoires, tout ça. C'est vrai que ça se suit, mais ça ne se ressemblait pas. Mais est-ce qu'on s'est dit, les éliminatoires de la Coupe du Monde, en tout cas, ce sera le meilleur stage pour les Léopards, où on devrait encore, nonobstant ce qui pourrait nous arriver lors de ces éliminatoires, avoir encore des stages appropriés pour peaufiner l'équipe? La meilleure préparation passe par la sélection de meilleurs du moment. Il faut bien cibler qui sont meilleurs au temps, justement pour pouvoir faire des bonnes combinaisons. Et capitaliser aussi les dates FIFA, prendre au sérieux les éliminatoires du mondial, prendre au sérieux tout le match amicaux, prendre au sérieux le stage qui vont se proposer, justement éviter les agitations tout autour de primes de joueurs, tout autour de salaires de joueurs. Est-ce qu'il y en a? Depuis un temps, on n'en parle, parle pas trop. Hein? C'est un avertissement. La RDC reste un pays imprévisible. Comme vient de le dire justement, c'est un avertissement. Il faut vraiment écarter cette psychose-là de victoire gagnée avant même le match. Comme quoi, on a déjà gagné ces matchs. Comme quoi, tel a déjà dit qu'on a gagné. Et c'est là, ça déstabilise aussi les mentales de joueurs. Donc, je crois que la RDC, comme on dit, la vie est un éternel recommencement. Mais pour pouvoir aller un peu plus loin, il faut savoir bien jouer sa partition. Et bien jouer sa partition passe par l'organisation et les sérieux. Ça passe par l'organisation et les sérieux, mais on s'est dit, la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, Sébastien Desabre, cette fois-là, ce qu'on a joué, on s'est limité en demi-finale. On vise la finale, mais de quelle manière? Comment s'y prendre pour arriver en finale? Mais on a dit, il faut mettre sur pied une synergie, des ingrédients, mais également des formules pour y arriver, parce que tout passe par la préparation. Si vous n'êtes pas préparé, vous n'allez pas arriver à des stades un peu plus avancés de la compétition. Mais aujourd'hui, permettez-moi, moi je voudrais qu'on regarde le passé de la RDC et qu'on se dise nos faiblesses aujourd'hui, quelles sont les choses que nous devons retravailler pour que nous soyons cette équipe-là prête à gagner. Parce que je vais tantôt prendre l'exemple des GD. Quand on veut gagner une coupe, on ne néglige pas des petites équipes. Justement. Ça veut dire le Maroc étant déjà qualifié, jusqu'à la dernière journée, le Maroc ne négligeait aucun match. Mais chez nous, on sent quand même un peu de la légèreté. On sait qu'on est déjà qualifié. Il y a la préparation. Est-ce que ça risque de nous rattraper à la CAN? Il y a tout d'abord la préparation de l'équipe elle-même, la préparation tactique et technique de l'équipe elle-même. Il y a la préparation au niveau de la fédération. Il y a également les discours ou l'accompagnement du gouvernement central vis-à-vis de cette équipe-là, de Léopards de la RDC. Je pense qu'on a dit ici, une équipe qui veut aller loin, qui veut essayer de remporter cette compétition
où on trouve des équipes comme le Sénégal, le Maroc, qui sont hautement organisées, je crois qu'elle doit également se préparer. Je crois que le problème, c'est au niveau de notre équipe, au niveau du dispositif, au niveau des joueurs, de la qualité des joueurs eux-mêmes. Je crois que Sébastien Desabre, ce qu'il doit faire, c'est qu'il y a des joueurs qui, selon moi, se sont habitués à un certain moment à cette équipe nationale. L'équipe nationale appartient aux meilleurs joueurs du moment. L'équipe nationale appartient que ce soit les locaux, que ce soit les binationaux. Et donc, il faut à un certain moment qu'il y ait un sérieux dans les choix des joueurs qui doivent justement intégrer cette équipe nationale de l'OPAR de la RDC. Que ce soit un joueur qui évolue dans un club X ou Y, même si le club a une réputation X ou Y, mais les joueurs doivent les prouver sur terrain pour qu'ils soient sélectionnables ou sélectionnés dans cette équipe nationale des Léopards. Les tout doit commencer au niveau du choix des joueurs, mais aussi de l'accompagnement du gouvernement congolais à la fédération. Une question comme ça, excusez-moi, je ne suis pas censé. Je cherche à savoir qui définit le plan de travail pour l'équipe nationale. Est-ce que c'est le directeur technique national, la direction technique nationale? Ça existe encore? Ou c'est les sélectionnaires nationaux? Parce qu'à un certain moment, il y avait une polémique qui parfois rodait. Mais la réalité sur le terrain, c'est que la direction technique nationale, elle est inexistante dans la gestion de cette équipe. Ça, c'est la vérité. Le monopole du sélectionnaire de pouvoir donner le plan de travail. Non, mais ce qui est vrai, c'est que depuis Sébastien Desabre, là, c'est lui qui fait tout. C'est lui pratiquement qui fait tout. Il est là, par-ci, par-là. Il est en équipe de jeunes, il est l'équipe de Chan, il est partout. Il est l'équipe première, donc il fait quasiment le rôle. Il faut nettoyer cela. Il faut arranger cela. Il fait carrément le rôle de directeur technique. Donc il travaille avec la direction technique. Donc c'est comme ça avec la fédération qui ne sait pas gérer des choses, les Connors qui apparemment on a tout laissé à Sébastien Desabre. Donc c'est lui qui gère tout. Et lorsque vous n'avez pas un comité légitime élu, vous ne pouvez pas les rendre compte. Mais messieurs, avant que je donne la parole à Emmanuel, parce que vous avez parlé du comité légitime ou légal, je ne sais pas moi, ça voudrait dire qu'au mois de mai, s'il y a élection, le comité qui viendra aussi avec une nouvelle philosophie. Ça veut dire qu'à tout moment, les choses pourront changer, les ambitions. Bon, c'est possible. On ne peut pas changer des ambitions. Je pense que si aujourd'hui, au mois de mai, on arrivait à organiser l'élection, qu'il y ait un comité exécutif qui est élu, je ne pense pas qu'il faudrait tout changer, venir avec de gros projets, parce que nous serons en cours d'organiser, de participer à la CAN. Effectivement. Nous serons également en cours de jouer les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc je pense que les comités qui viendront devraient juste faire avec ce qu'il a trouvé. Et puis s'ils vont définir leurs ambitions, peut-être ce sera l'année prochaine, bien après la CAN, puisqu'après la CAN, il y aura la Coupe du Monde. Va comprendre la Coupe du Monde. Peut-être qu'on va se qualifier. Eh bien, il ne faut pas faire les choses rapidement, puisqu'on veut changer quasiment. Non, on doit faire avec la méthode des sabres jusqu'à peut-être à la fin pas son contrat, mais son premier objectif, c'est-à-dire nous qualifier à la Coupe du Monde. Donc s'il atteint cet objectif-là, on pourra revoir. Non, mais je crois que c'est son deuxième objectif, parce que le premier était de nous qualifier à la CAN 2025. Voilà, son deuxième objectif. Le deuxième, c'est la Coupe du Monde 2020. Mais les grands soucis entre-temps, parce que moi je voudrais qu'on reste un peu sur terrain, on marque moins de buts, c'est vrai qu'on encaisse aussi moins. On s'est dit qu'il y a un souci au niveau de l'attaque, au niveau du milieu de terrain qui n'arrive pas à renforcer l'attaque. Quels sont les points faibles qu'on doit déjà travailler maintenant? Je pense que ce sont des questions qu'on doit se poser. Les compartiments de l'équipe, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Comment on a eu à travailler pendant la dernière CAN pour que ça marche, pour qu'on arrive à ce niveau-là? Et qu'est-ce qui a manqué? Je pense que c'est le dernier rempart, c'est l'attaque. L'attaque nous a posé beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que le dernier joueur qui a marqué, le dernier joueur congolais qui a marqué, c'était un défenseur. Donc, les attaquants n'ont pas beaucoup répondu. Le premier match, bon, c'est vrai qu'il y avait Wissa, la combinaison Wissa-Bakambu qui nous a donné ce but. Bon, et après, l'attaque était vraiment timide. Je sens qu'on a un gros souci côté buteur. Donc, on n'a plus ces buteurs-là providentiels. Hein, que je me rappelle de la CAN, par exemple, en 2015. Alors qu'on en a. Pardon? Nous avons. Mais ils ne répondent pas. Mais qu'est-ce qui explique? Cela veut dire qu'il faut changer. Il doit y avoir des changements. Nous parlons que nous n'avons pas des buteurs, entre guillemets, providentiels, comme vous l'avez dit. Mais vous avez un garçon comme Wissa qui forme un duo de fer avec Mbemo chez Brentford. Vous avez un garçon comme Banza chez Trabzonspor, étincelant, on le dira. Samuel Essene qui porte pratiquement la formation d'eau. Mais quand ça vient ici au Congo, ça marque moins. Les vrais problèmes se situent à quel niveau? Parce qu'ailleurs, ces attaquants brillent des mille feux. Je pense qu'on n'a pas un organisateur de jeu.
Le milieu de terrain est composé des joueurs à vocation en majeure partie défensive, des milieux box-to-box qui ne connaissent peut-être que la relance, pas la construction de jeu pour permettre aux attaquants de pouvoir s'avancer vers le but et marquer un peu plus. Parce que regardez le match par exemple contre le Sénégal, c'est pas le dernier match qu'on a eu à jouer, certainement. Contre le Sénégal, pour les éliminatoires. Pour les éliminatoires non. C'était contre l'Éthiopie, désolé, c'était contre l'Éthiopie. Non, l'Éthiopie, c'est pour les éliminatoires de la CAN. CAN. De la CAN, voilà. Les éliminatoires de la CAN. De la Coupe du Monde, c'est contre le Sénégal. Voilà, regardez d'où vient ce but RDC-Sénégal. C'est un but qui ne vient pas directement du milieu de terrain. Donc c'est une poussée de la défense, cela veut dire les côtés qui mettent de la pression, qui envoient un ballon qui se retrouve dans la surface de réparation et là l'attaquant n'a qu'à le reprendre. Donc on a un sérieux problème au niveau de l'organisateur de jeu. Jusque-là, Dessam n'arrive pas à désigner un organisateur de jeu, un numéro 10 qui va faire en sorte que les ballons puissent... Aujourd'hui, en l'absence de Kakuta, je vais dire essoufflé ou trahi par le poids de l'âge. Est-ce qu'on a vraiment un organisateur, un joueur, un poumon capable d'alimenter l'attaque et d'être pratiquement sur tous les ballons? Je pense que ça dépend du profil, parce que nous avons des joueurs qui sont capables de faire ça. Malheureusement, on ne leur donne pas la responsabilité qu'il faut. Parce que nous avons des joueurs comme William Balukisha qui peut faire un bon 10, malheureusement. Et il n'a pas ces épaules-là, je peux dire en sélection, il n'a pas vraiment ces épaules-là d'être les milieux de terrain phares de la sélection. Je crois que Gaël Kakuta, c'est vrai qu'il nous a dépanné plusieurs fois, mais ce n'est malgré le fait qu'il soit meilleur des fois sur le terrain. Mais moi, il ne m'a jamais convaincu comme un milieu de terrain à long terme. Je dis bien à long terme. Parce que c'est vrai, il faisait de grands matchs, mais ce n'était pas régulier. Des fois, il fait un bon match, 30 minutes, 40 minutes, il se fatigue. À la CAN, il a répondu présent, certes, malheureusement, sa blessure. Mais je crois que s'il faudrait seulement rester sur le fait qu'il faut chercher un numéro 10 type, le football moderne a évolué. Ouais. Et on n'est pas obligé de jouer forcément avec un numéro 10. Regardons dans des clubs comme Real Madrid, comme de Barcelone, vous sentirez que l'animation vient de partout. Il n'y a pas que forcément un numéro 10. Des profils comme Dybala, par exemple, un numéro 10 qui, petit à petit, ça n'existe plus. Même des coachs, des grands coachs, ils ne veulent pas vraiment recruter un numéro 10 qui joue dans le cœur de jeu. Vraiment, il n'y en a plus. Il y a souvent des milliers box-to-box, mais qui sont très bons techniquement, capables de jouer, de faire jouer à tout moment Pedri. À l'instant, peut-être, par exemple, là, vous nous amenez un peu trop loin. J'ai revu en équipe nationale. Là, c'est un autre niveau. Ouais, en équipe nationale, je crois qu'il y en a des joueurs capables de faire ça aussi. Ouais. Ça dépend de la condition. Les garçons de Lille, comment s'appelle encore Ngalaël Moukao, qui a fait un match exceptionnel. Ouais, on se dit... Même si c'est un milieu défensif, mais il est capable aussi d'apporter. Grady Diangana, par exemple, il peut faire ça. Donc, il y a des joueurs comme ça. C'est juste une question de la confiance. C'est une question. Je pense que c'est une question de la confiance également, parce que c'est un problème réel et ça sévit dans l'équipe nationale. Il manque ces joueurs légers, ces joueurs qui ont cette aisance technique au niveau du milieu de terrain, qui peut apporter beaucoup de ballons au niveau des attaquants. Il manque la fluidité au fait, au niveau de notre milieu de terrain. C'est un jeu un peu plus mécanique, ils sont box-to-box. Je crois que c'est un problème c'est pas un problème de manque de joueurs. Les joueurs sont là. J'ai déjà dit, il y a les jeunes Diangana c'est un problème de confiance, des régularités, des constances également dans cette équipe nationale. Donc il faut leur donner du temps, leur donner de l'opportunité pour qu'ils puissent s'exprimer. Ils ne se sont pas encore exprimés. Mais leur donner, ils ne sont pas utilisés. Allez-y. Ils ne se sont pas encore exprimés. Donnez-leur du temps. J'ai eu le redoutable privilège de côtoyer l'entraîneur international aussi, qui a passé un moment au sein du Darik Lamoté Mapembe, Isaac Ngata, qui disait dans le football de haut niveau. Ah, je crois que vous allez parler de Guillaume. Non, Isaac Ngata qui disait dans le football de haut niveau, ça n'existe pas de mauvais joueurs, ça existe de mauvaises combinaisons de joueurs. Donc je crois que la charge revient maintenant à l'entraîneur de savoir faire des combinaisons et de bien définir sa posture technique et tactique. C'est quoi le système de jeu pour aborder tel adversaire? C'est quoi le style de jeu pour aborder... Je vous pose aussi la question, c'est quoi le système de jeu? Ça, c'est à l'entraîneur de définir. Le système de jeu, ça change selon l'adversaire, selon le profil des adversaires. Par exemple, si vous avez une armada offensive comme le Maroc, vous ne jouez pas à 4-3-3. Ouais. Peut-être vous allez jouer à 4-4-2, justement pour blinder votre milieu de terrain et renforcer plus l'attaque, créer le donc ça dépend maintenant, ça dépend avec quel style, quelle combinaison faire.
Quand vous avez Wissa qui carbure en Angleterre, vous avez Banza qui essaie de faire toute une avalanche de buts avec son équipe. Il y a des joueurs comme SND qui constituent toute une locomotive. Oui, chez Pyramide. Même Cédric Bakambu. Ah, bon. Bah oui, Fiston Maël a marqué hier. Ah non, mais le monde de Fiston Non, Maël, ça va, c'est un professionnel. C'est un pro. Ça va, ce qui est passé. Et ça dépend maintenant. La charge incombe à l'entraîneur qui doit bien définir. Mais vous avez cité SND, vous avez cité Maël, vous oubliez que Cédric Bakambu aussi, voilà, petit à petit. Il y en a plein. Il est là. Vous avez toute cette ribambelle de joueurs talentueux, des avant-centres. Comment vous allez les placer sur le terrain? Allez, en tant qu'entraîneur, vous allez comment les aligner? C'est compliqué. Il faut bien trouver la mayonnaise, il faut bien trouver justement les combinaisons. La charge est comme maintenant à l'entraîneur. Comme on dit, trop bon, trop couillon. Allez, on va avancer, messieurs, mais peut-être on parle plus attaque, on parle de milieu de terrain. On oublie peut-être qu'il y a un danger qui nous guette en défense. C'est vrai que Chancel a fait presque une année sans jouer. Bon, c'est vrai que les éliminatoires vont couvrir un peu ces insuffisances. Mais on se dit en défense aussi, on devrait déjà. Est-ce qu'on peut déjà penser à une autre paire en dehors des Chancel, peut-être à Inonga? Pourquoi ne pas associer plutôt Rocky, qui fait une très bonne saison avec Hibernian, et celui de Saint-Etienne, Dylan. Voilà. Donc pourquoi ne pas les associer? Mais je pense que Rocky, on l'a déjà eu à le voir. C'était face à l'Afrique du Sud en amical. Bon, il était un peu lourd. C'est de lui d'ailleurs qu'est venu ce but-là, parce qu'on avait à perdre 1-0 à Johannesburg. Est-ce que le coach n'a pas confiance en lui? Bon, si c'est le cas, il pourrait peut-être s'appuyer sur des jeunes, parce qu'en équipe de jeunes, on a quand même quelques références. Mais on peut aller encore au-delà. Cela veut dire trouver d'autres pépites en défense. J'ai entendu parler de l'arrivée de Warren Bondo. Bon, lui qui n'est pas un central, il est plus un défenseur sur les côtés. On a quand même Axel Touanzebe qui peut jouer l'axe, qui évolue quand même bien sur les côtés. Je pense que c'est ce souci-là, en tout cas, merci de le signaler, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte. On sent que, on n'a plus de centraux. Il n'y a plus beaucoup de centraux. Certes, c'est pas fragile. C'est pas fragile. Non, mais bien sûr que si, bien sûr que si. Non, bien sûr que si. Regardez les matchs qu'on a eu à jouer. Excusez-moi de me prendre la parole. Allez-y. Ça ne va pas tenir éternellement, puisqu'en défense, lorsque vous regardez sur l'âge, ça montre qu'on est en danger. Aujourd'hui, si Manchester City n'arrive pas à gagner, parce que Guardiola l'a dit, parce qu'il a des milieux de terrain qui sont un peu âgés déjà, Kovacic, De Bruyne et Gundogan, ils sont dans la trentaine. C'est pratiquement la même chose avec RDC en défense. Vous avez Arthur Massoua qui a 30 ans déjà. Mais il a une doublure quand même. Il a 30 ans également. Il a 30 ans également. Chancel Mbemba, c'est plus de 30 ans. Enoch Inonga, c'est plus de 30 ans. Sur le côté droit, il y a Gédéon Kaloulou qui a bientôt 30 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut préparer la relève. Jouer un match d'une compétition comme la CAN et rester sur le même rythme pendant 90 minutes, c'est pas facile. Mais si je voulais te poser une autre question avant que l'on... Il y a des jeunes comme un défenseur central qui joue à Villarreal, Willy Kamboala. Donc c'est un binational congolais. Il a 20 ans à peine. Il a déjà accepté le problème, c'est accepté des... Non mais il faut l'approcher pour savoir s'il va accepter ou pas. Il faut l'approcher. Donc ce sont des joueurs comme ça, vous pouvez être avec eux. Il apprend, c'est pas qu'il vient directement, il devient titulaire. Mais avec le temps, vous préparez la relève parce qu'on veut jouer la Coupe du Monde, mais on va jouer la Coupe du Monde avec quel joueur? Monsieur, ça c'est une autre question, mais celle qui m'intéresse ou celle que je voudrais bien vous poser, c'est vrai qu'on parle de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. On sera au Maroc pour essayer de défendre un peu notre 4e place, parce qu'on a réussi quand même à se retrouver au Caridas. Au lieu de prendre les locaux ou se référer toujours aux binationaux, est-ce qu'on peut parler des U20, des Talassi, des Matobo? Et c'est le grand moment de leur donner aussi la chance de venir chez les seniors, peut-être pas pour jouer, mais goûter petit à petit à la sauce. Mais si on ne comptait pas sur eux, donc on ne devrait jamais parler des équipes de jeunes. Donc lorsqu'on a des équipes de jeunes, c'est que vous comptez sur ces jeunes-là pour le futur. Je crois que le mois était peut-être arrivé de pouvoir intégrer certains jeunes. Il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas de locaux. En tout cas, moi, ces expressions-là, je n'ai pas utilisé. Professionnels, locaux, ils jouent dans le championnat, etc. Le football reste le football. Si tu es talentueux, peu importe où tu joues et que tu es en forme, tu dois censé être rejoindre l'équipe nationale. Je crois qu'on a suffisamment de talent. Dans notre équipe U20, on a vu en tout cas les tournois c'était quel tournoi déjà? Unifac. Donc, nous avons vu qu'on a des joueurs de qualité. Maintenant, il faudrait vraiment espérer que Sébastien Desabre a la même philosophie que nous, puisque
on ne doit pas se les cacher. Depuis qu'il est là, on dirait qu'il ne fait pas confiance aux joueurs qui évoluent sur notre championnat national. Et puis, il n'a pas tort à 100% puisqu'il y a pas de certains sérieux, qui ne répondent pas présent. Dans tous les corners, Mais la phase retour ne devra pas reprendre. Il est vraiment temps maintenant le calendrier, qu'il élargisse son champ. Ouais. Il essaie un peu de voir qu'il travaille sur le long terme. Parce qu'il a voulu endosser cette responsabilité d'être sélectionneur manager. C'est ce que Constant Omar lui reprochait d'ailleurs lorsque vous êtes manager. Donc vous devrez travailler à long terme, vérifier sur le joueur, regarder voilà, un peu de carrière des joueurs. C'est à lui maintenant de nous préparer une sélection, une meilleure sélection composée de jeunes et un peu de vieux pour qu'on essaie un peu de créer cette homogénéité. Je pense qu'on aura de la chance de voir le CHAN au mois d'août. C'est ça qui va un peu juger encore une fois la composition de l'équipe nationale. Et surtout, désolé, excusez-moi de vous arrêter parce qu'on parle plus de Matobo, on parle de Talas, mais on oublie les garçons, le jeune de V Club, Makoko, lui aussi qui est voilà, un peu tout fait, tout flamme. Et surtout que l'équipe U20 a enchaîné des bons résultats. Avec cette victoire à l'Unifac, je pense que le moment est bien choisi. Ils sont arrivés au bon moment, au fait. Au moment où l'équipe nationale est un peu vieillissante, au moment où il faudra injecter des jeunes qui, pour la plupart, évoluent dans le pays, dans le championnat national. Donc, voilà pourquoi je dis qu'on aura de la chance de voir le CHAN au mois d'août. Et c'est par rapport au CHAN qu'on va juger l'effectif qui va se rajouter pour donner encore du souffle à l'équipe nationale A. Merci beaucoup. Si vous venez de nous rejoindre sur Télé 50, nous parlons bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera au Royaume chérifien. Ce sera bien sûr au mois de décembre, mais également au mois de janvier. Je crois une première. On va fêter. Bon, les joueurs vont fêter loin de leur famille respectives. Et sur ce plateau, on essaye d'analyser les chances des Léopards de la RDC puisqu'ils ont fini en 4e position lors de la dernière CAN. Est-ce qu'ils feront mieux que cette 4e place? On les saura un peu plus, mais si on parle plus des Léopards, on oublie que dans cette CAN, il n'y aura pas que les Léopards. Il y aura aussi le Maroc, pays organisateur. Mais la question que je pose comme ça, est-ce que cette CAN sera à la portée des pays du Maghreb? Peut-être. Géographiquement parlant, oui. Peut-être. Parce que regardez ce qui s'est passé en 2019. C'était dans le nord. Bien que l'Égypte ne fait pas partie du Maghreb. Vous avez vu la Tunisie briller. Vous avez vu l'Algérie qui a d'ailleurs remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc qui s'est arrêté en 8e de finale. C'est face au Bénin d'ailleurs. Donc le Maghreb était un peu plus représenté dans le dernier carré. Voilà. Et voilà, je pense que géographiquement parlant, ça va profiter au pays du Maghreb. Et je pense un peu plus en termes de référence à la CAN 2004 en Tunisie. Là où le Maroc avait atteint la finale, la dernière CAN d'ailleurs, où le Maroc a eu atteint la finale. Le Maroc va jouer aussi avec l'ambition de remporter la CAN parce que tout est mis en place. C'est d'ailleurs l'autre thématique, vous gardez la main parce que vous en parlez. Oui. Est-ce que le Maroc sera sous pression dans sa propre CAN? Parce qu'on s'est dit, la Côte d'Ivoire organise la CAN, elle finit par la remporter ou par l'emporter. Alors, le Maroc, chez lui, s'est dit, je suis demi-finaliste de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde au Qatar. Je joue chez moi, j'ai tous les arguments. Est-ce qu'il ne sera pas sous pression? Je pense pas, parce que ça fait 21 ans qu'ils ont joué une finale de Coupe d'Afrique des Nations. 21 ans d'ailleurs qu'ils ont atteint le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il n'y aura pas de pression étant donné qu'ils seront à domicile. Et la dernière compétition que le Maroc a organisée, une compétition intercontinentale des nations, c'était le CHAN en 2018. Ils ont remporté le CHAN sans beaucoup de pression. Cela veut dire qu'ils ont mis toutes les armes en marche pour permettre à ce que l'équipe puisse arriver en finale et remporter. Je pense que le Maroc, comme tel, en tout cas avec la récente participation à la Coupe du Monde, la 4e place, aura toute la fierté à mettre sur terrain pour écraser tous les adversaires et atteindre la finale. Pourquoi ne pas remporter? Je pense que l'adversaire le plus dangereux dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le pays organisateur. L'adversaire le plus dangereux, c'est le pays organisateur. C'est aussi votre point de vue quand on sait que quand vous jouez à domicile, vous n'avez pas droit à l'erreur. Une défaite risque de faire encore très mal aux Lions de l'Atlas. Oui, en termes également de la qualité des joueurs qui composent justement cette équipe du Maroc, on voit qu'il y a de la qualité. On voit qu'il y a de la qualité. Je l'ai dit, j'ai parlé de l'organisation du championnat marocain. J'ai parlé également de l'organisation de la fédération et du football marocain en général. Et quand vous regardez l'ossature, les joueurs qui constituent justement cette équipe du Maroc, il y a de quoi mettre cette équipe du Maroc favorite pour gagner justement cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Ils vont jouer, ils ont atteint le dernier carré de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Ouais. Ils ont justement fait un mauvais pas lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et donc le Maroc va essayer pour cette saison
pour cette édition, c'est maquiller, hein, essayer d'améliorer un peu son image vis-à-vis de son public, parce qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été consentis dans l'organisation justement de cette compétition. Quand vous regardez, et même le tout nouveau complexe qui a été, je crois, le complexe Moulay Stadium qui a été construit récemment. Ouais. Et donc, vous allez vous rendre compte que le Maroc a mis tout ce qu'il faut, tous les moyens dans l'organisation de cette compétition. Et les joueurs sont conscients qu'ils doivent également honorer justement les moyens qui ont été consentis à cette organisation. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, qui vont pousser le Maroc, justement, qui seront comme des éléments motivateurs et moteurs pour cette équipe du Maroc à pouvoir faire une bonne Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont vouloir également se confirmer, notamment l'Ibrahim Diaz qui a intégré récemment l'équipe, qui a intégré récemment l'équipe. Et donc, il s'est déjà confirmé au niveau du club. Ouais. Il va également vouloir se confirmer au niveau de la sélection nationale. Merci. Et donc, ça sera des éléments un peu plus... Par contre, moi, je ne suis pas, je le disais au début, je ne suis pas optimiste pour un succès du Maroc, puisque le Maroc a déçoit. Déjà, sur le plan continental, c'est l'un des rares pays du Maghreb, en tout cas du côté du Nord, qui n'arrive pas à donner satisfaction sur le plan continental. Côté CAN, bien sûr. C'est vrai qu'ils ont fait une très belle Coupe du Monde, oui. Mais depuis des années, on attend toujours du Maroc. Et d'ailleurs, il faut rappeler que le dernier sacre du Maroc remonte en 76, si la mémoire ne me trahit pas. Ça veut dire depuis 76 jusqu'à aujourd'hui. Et puis il y a eu des générations. Youssoufa Hadji, 2004, qui n'a rien fait. Marc Boussoufa, il est passé. Ziyech, aujourd'hui, il va peut-être bientôt passer. C'est la génération aujourd'hui, Brahim Diaz. Oui, mais souvent, à la CAN, ça déçoit. Bon, c'est vrai qu'ils ont tout mis en place, ils veulent vraiment gagner cette CAN, parce qu'on ne peut pas comprendre que le Maroc ne gagne pas, surtout que l'Algérie a gagné. Et, en tout cas, les dernières années, l'Égypte a gagné, la Tunisie a gagné. Le Maroc ne gagne pas, c'est vraiment frustrant pour eux, je le sais que c'est un rêve de plusieurs années. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que l'équipe nationale du Maroc, c'est une équipe qui a toutes les armes pour aller jusqu'au bout? Déjà en défense, moi je ne vois pas cette équipe triompher. Peut-être qu'ils vont changer l'effectif. En charnière centrale, il y a Daniel Aguerre et Romain Saïs, les deux expérimentés qui sont déjà fin carrière pratiquement. Ils sont vieillissants. À côté, il y a Mazraoui qui, avec des blessures à tout moment. Avec les Amrabat qui... Donc sur la ligne défensive, il y a que Hakim Ziyech et comment l'autre, le défenseur des Paris Saint-Germain. Hakimi qui performe. Et les autres, ce n'est pas vraiment la meilleure performance. Peut-être au milieu de terrain, il y a même Amrabat qui n'a pas fait une très belle saison. Je crois qu'Amin Harit également. J'espère pour eux qu'ils vont trouver une meilleure équipe. C'est vrai que côté organisation, ils ont tout mis en place. Mais l'équipe, la sélection proprement dite, il y a encore de quoi. Merci beaucoup, Guélit. Vous clôturez l'émission. Non, mais ça sera compliqué ou prétentieux de prédire le Maroc à la première marche du podium au coup de sifflet final, puisque vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez l'Égypte, vous avez l'Algérie, vous avez le Maroc, vous avez la RDC. C'est compliqué. Le Mali. Vous avez le Mali. Le Mali aussi. Ah, mais ouais, le Mali. Les Comores aussi. Les Comores. Ça reste une CAN étincelante, avec une issue compliquée et difficile en tout cas à prédire. Mais je crois que le Maroc reste le plus grand favori. Parce que d'abord, il va bénéficier d'un atout majeur, d'un soutien de son public, c'est un atout majeur pour une équipe. Et source d'orgueil en termes d'organisation, parce que c'est en prélude également d'une grande compétition, la Coupe du Monde. Et d'abord, NSA d'organiser, et ils ont mis tous les moyens possibles pour mettre toutes les équipes dans de meilleures conditions. Donc, ça ne sera pas seulement pour le Maroc, mais ça sera également pour toutes les nations qui vont prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc reste... Sauf que l'Algérie peut-être ne sera pas la bienvenue, connaissant la guerre diplomatique qui est entre les deux pays. Le match, ça sera de bonne guerre. Ça sera vraiment de bonne guerre. C'est ça d'ailleurs qui va prouver ceux qui ont plus de moyens en termes de compétences sur l'art de jeu. Et donc, c'est pour rien au monde, personne n'aimerait rater ces matchs entre le Maroc et l'Algérie. Je crois que les atouts du Maroc ont été relevés ici. Ils ont une ossature de joueurs talentueux qui évoluent dans de grands clubs. Ils ont un entraîneur très expérimenté. Ils ont le moyen nécessaire pour faire une bonne CAN. Mais donc, ça reste totalement imprévisible. On va d'ailleurs voir dans leur groupe avec le Mali, la Zambie et comment ça sera. Et ce sera d'ailleurs, messieurs, une CAN des innovations, parce que le Maroc, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, a érigé des
des camps, excusez-moi, d'entraînement pour tous les pays qualifiés. Camps de base. Les camps de base, ça ne sera pas seulement les camps d'entraînement, les camps de base pour toutes les nations. Vous avez l'hôtel, vous avez un terrain d'entraînement. Par exemple, le groupe D, le groupe où est logé la RDC, ce sera basé à Tanger, dans la ville des Tanger. Si on peut d'ailleurs le voir en image, parce qu'on a essayé de chercher. Il fait beau vivre là-bas, ça veut dire en termes de climat, c'est vrai que ce sera sous l'hiver. Mais on s'est dit qu'on sera un peu dégagé, un peu concentré pour ce match-là. Mais au finish, il faut faire une très bonne CAN sous l'hiver. C'est vrai que les binationaux, pour la plupart, jouent dans ce genre de climat, dans ces genres de conditions, j'allais dire. Il y a beaucoup à dire sur cette Coupe d'Afrique des Nations, beaucoup de points à évoquer. Outre la RDC, est-ce qu'il y aura les pays de l'Afrique australe qui feront mieux? Beaucoup de questions, on reviendra. Parce que la CAN, c'est au mois de décembre. Donc au mois de janvier, pratiquement. Mois de Décembre, janvier. Février, nous sommes au février. Je pensais que janvier allait jusqu'à 90 jours. Parce que... Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. C'était calme, mais c'était beau. Merci. Mais l'émission est terminée. Merci. Il y avait moins de bruit. Parce que on est en guerre. Très important. Et nous sommes des cœurs avec nos frères. On ne peut pas faire la fête. L'œil ne fait pas la fête quand le pied a mal. Oui. Ça veut dire Et à Kinshasa. au Connor d'organiser le football congolais, de permettre à la direction technique nationale de faire bien son travail pour aider les sélectionneurs nationaux, de ne pas tergiverser quand il s'agit de sélectionner les joueurs locaux. Merci beaucoup. Je disais tantôt qu'on ne peut pas festoyer à Kinshasa alors que ça crépite dans la partie est de la RDC. Tous nos yeux sont rivés sur le Grand Kivu et nous sommes des cœurs avec vous. Nous espérons que la paix reviendra sous peu. Ainsi prend fin cette émission au cœur du sport. Elle est déjà en ligne, elle sera en ligne dans quelques instants. Téléchargez, partagez, suivez. La rediffusion, c'est bien sûr ce dimanche à 10h. Merci à vous de l'avoir suivi, à Kisangani, à Kolwezi, à Lubumbashi, partout à travers la RDC. On se retrouve le week-end prochain. Ce sera